J'ai chaud en ce moment. J'ai des bouffées de chaleur, j'en peux plus. Tu peux me dire, toi, comment tu vis? Là, j'ai juste envie de me retrouver. Ça fait du bien d'être entre femmes. Mais pourquoi on peut pas juste en parler? On peut pas en parler librement. Librement. C'est juste tabou. C'est tabou. C'est tabou. C'est tabou, c'est super tabou. Sujet tabou ou deuxième printemps? Bouffée de chaleur ou nouvelle aventure? Silence ou ménopause? Bienvenue sur le premier podcast qui va lever le voile sur ce sujet encore méconnu. Nous sommes Delphine et Valérie, entre Sénégal et France, et grâce à vos témoignages et aux avis d'experts, nous allons vous accompagner tout au long de cette métamorphose. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode de Silence ou Ménopause, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Madame Christine Farge, ambassadrice de France au Sénégal, et Madame Caroline Comiti, qui est conseillère santé globale au sein de l'ambassade également. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors je suis charmée de vous recevoir pour ce nouvel épisode et puis je suis très heureuse que vous ayez eu envie de vous exprimer sur ce sujet de la périménopause et de la ménopause. Alors, je voudrais d'abord que vous puissiez vous présenter un peu plus toutes les deux. Caroline? Alors, bonjour. Donc, moi, je suis économiste de la santé. J'ai commencé ma carrière il y a très, très longtemps. En 94 pour Médecins sans frontières au Kenya. J'ai travaillé beaucoup dans l'humanitaire jusqu'au moment où il s'est avéré que l'humanitaire n'allait pas changer les choses, mais ne faisait que pallier aux déficiences d'un système qui était plutôt mondial et global. Et du coup, j'ai décidé de plus travailler au service des États et sur tout ce qui est Global Health. Et donc, depuis cette date, donc début des années 2000, je travaille sur les enjeux de santé mondiale, les enjeux mondiaux de santé, et notamment la santé des femmes. Merci. Et vous, Madame l'ambassadrice? Moi, je suis diplomate de carrière. J'ai choisi ce métier quand j'avais 11 ans. J'ai réalisé mon rêve quand j'en avais 24. Et depuis, je m'épanouis dans le travail diplomatique. Il y a ça de particulier que c'est 1000 métiers en un. Et on peut à la fois changer de pays, d'univers, mais aussi vraiment de métier. On peut être conseiller presse, on peut être conseiller culturel, on peut être conseiller d'ambassade, politique. Et c'est ça, dans ce métier qui est extrêmement agréable, c'est la possibilité de non seulement de changer de vie, mais de changer de métier et de casquette au rythme des affectations et de découvrir toujours des choses nouvelles. Apprendre, en fait, c'est l'ADN du diplomate. Et j'ai envie de commencer à vous poser la question, la santé des femmes ici au Sénégal. Quel est aujourd'hui votre point de vue, votre état des lieux? Il faut voir que la période Covid a fait régresser la santé mondiale dans l'ensemble des pays à cause des pénuries d'acheminement de médicaments sur les gens qui avaient par exemple des traitements de fond qui nécessitaient les prises de médicaments régulières. Il y a eu ces problèmes à cause aussi de la nécessité et de l'impossibilité de se rendre à l'hôpital ou d'accéder à des soins de santé dans des modes confinés. Les systèmes de santé se sont tous dirigés vers le Covid et à chaque fois qu'une crise sanitaire de ce type se passe, la pathologie principale, donc le Covid, est bien encadrée au détriment d'autres indicateurs de santé. Donc, dans l'évolution des systèmes de santé et des indicateurs de santé, il faut tenir compte de cette nuance qui, malheureusement, a touché l'ensemble des pays. Alors, ça dépend d'où on part, mais c'est une réalité planétaire. Il y a pas, là-dessus, il n'y a pas un facteur Sénégal. Tout le monde a été touché. Après, sur la santé des femmes au Sénégal, c'est une population jeune, très jeune. C'est une population qui encore un taux de natalité de 4,9 en moyenne. Naissance vivante. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des femmes qui font beaucoup plus d'enfants. Après, Caroline, si tu veux ajouter des choses. Non, après, je pense que au niveau mondial, on le voit bien de toute façon avec l'élection de Donald Trump, on a une tendance aussi à ce que les droits des femmes au niveau mondial diminuent. Voilà. Et du coup, nous, on a beaucoup d'études qui montrent que toute cette
position de la femme qui se dégrade ont un impact direct sur la mortalité et sur la santé des femmes. Alors j'ai envie de repartir maintenant sur vous deux, puisque c'est aussi l'objectif de cette interview, c'est de pouvoir partager des expériences de femmes. Quand je vous dis le mot ménopause, quels sont les 3 mots qui vous viennent à l'esprit, à l'une et à l'autre? Alors, moi, je dirais inconnu, fatigue et douleur. Moi, je dirais 50 ans, surprise et fatigue. Ok, vous avez envie de parler un peu plus, de détailler un peu plus ces trois mots que vous avez choisis? Moi, d'abord, je trouve qu'il y a un vrai manque d'information. Et moi, je suis une femme française, donc je suis une femme qui a en Europe un interlocuteur qui est le gynécologue que toutes les femmes n'ont pas. En Europe, il y a des pays qui n'ont pas la spécialité gynécologique. Donc moi, je suis une des femmes les mieux soignées au monde sur les affaires de femmes. Pour autant, je trouve que l'information sur la périménopause surtout, ses conséquences, ce qu'on peut ressentir et vivre, est très, très restreint. En fait, le dialogue se concentre par hormone ou pas hormone, mais c'est pas ça la question. L'explication de ce qui se passe dans votre corps, de ce que ça veut dire pour vous, pas le simple fait que vous ne pouvez plus avoir d'enfant, ça merci, on a compris, sur l'évolution sur votre santé globale, puisque l'hormone, c'est pas seulement une histoire de reproduction. C'est-à-dire, en dehors de tout ce qui est reproduction, il y a rien. Enfin, il n'y a pas grand-chose, en tout cas. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Et quand vous arrivent des symptômes, par exemple, anecdote, mal à la main. Vous avez mal à la main, vous avez une douleur chronique dans les 2 doigts de la main gauche. Vous avez un rendez-vous pour autre chose et on vous dit « Ah mais madame, ça c'est normal, vous êtes certainement en périménopause. » On ne sait pas pourquoi, mais statistiquement, les 3/4 de mes patientes comme ça ont votre âge. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Supporter, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer à la main gauche ou à la main droite, enfin, mais ça va passer. Voilà, donc ça c'est inconnu. Et je trouve que c'est extrêmement perturbant. C'est extrêmement perturbant parce que c'est quand même un phénomène mondial. Tout le monde, toutes les femmes le vivent. Même les femmes entre elles ont du mal à en parler. Moi, quand j'ai commencé à en parler avec mes amies, elles étaient un peu surprises du fait que j'aborde le sujet. Même les femmes entre elles, c'est comme si c'était une honte. C'est pas parce qu'on peut pas faire d'enfants que voilà, on a passé le cap où la femme qui fait plus d'enfants, elle est plus utile à la société. Enfin, je veux dire, ça c'était il y a quelques années, il y a quelques siècles. Ça, la fatigue chronique, et où vous vous dites, comme vous avez le facteur 1, que vous avez un truc qui va pas, quoi. Et 3, la douleur, parce que vous avez des tas de douleurs qui se réveillent, et à chaque fois que vous en parlez, on vous dit « Ah oui, mais ça doit être parce qu'il n'y a plus les hormones. » Mais une solution, pas. Une solution pour les bouffées de chaleur, pas. Oui, tout le monde a son recette de bonne femme, moi j'en ai pas, mais il y a du boulot, quoi. Une fois qu'on a l'impression qu'une fois que cet aspect reproductif de notre système a disparu, ce qui nous arrive n'intéresse pas. Sachant que, comme vous le disiez, la périménopause, aujourd'hui, on sait que ça démarre entre 7 et 10 ans avant la ménopause. Donc, on est encore fertile quand on est déjà dans cette période de périménopause et on commence déjà à pouvoir avoir des symptômes. Donc, ça veut dire qu'une femme, l'âge moyen aujourd'hui de la ménopause au niveau mondial, c'est 51 ans. Ça veut dire que à partir de 40 ans, on peut avoir des symptômes de périménopause et qu'effectivement, on n'en parle pas. Et comme vous le disiez, même entre femmes, donc c'est ce qui nous amène à pouvoir en parler aujourd'hui. Et vous, Caroline? Mais moi qui travaille dans la santé, c'était juste pas un sujet jusqu'à mes 50 ans. Et pourtant, j'ai une gynéco aussi. J'ai la chance d'avoir une gynéco qui est extrêmement féministe. D'ailleurs, je sais pas si elle va l'entendre. Voilà. Mais du coup, cette histoire de ménopause, on a mesuré les hormones et puis fini, quoi. Et même quand je suis arrivée, donc quand je dis 50 ans, je suis arrivée ici pendant des mois, la douleur, j'avais des courbatures de folie. Et je me disais, c'est pas possible. Donc du coup, jusqu'à ce que je percute que remède de bonne femme, avec du collagène, c'est fini. Donc maintenant, j'ai plus du tout, je suis complètement, mais voilà, mais il a fallu que je trouve toute seule, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un sujet. Depuis cette période, moi, je me suis documentée et j'ai lu tous les articles, mais ça, c'est mon boulot. J'en parle tout le temps. C'est-à-dire que, comme personne n'en parle et que ce n'est pas un sujet, j'estime que moi, en tant que conseillère santé et par ma vie professionnelle, je dois en parler.
Donc, j'en parle beaucoup ici, auprès de mes interlocuteurs sénégalais, hommes ou femmes, officiels ou pas officiels, en session ou pas en session. Genre, il fait trop chaud. Je dis, moi, je suis trop ménopausée, donc il va falloir mettre la clim parce que sinon je vais dégouliner. Ça fait marrer tout le monde. Mais du coup, on en parle. Il y a des femmes qui viennent me voir et me dire, mais Madame Comiti, c'est bien que vous en parliez parce que nous, ceci, cela. Mais en fait, on découvre, même moi, dont c'est le métier, je devrais être la mieux informée, je découvre la ménopause learning by doing, juste parce que je passe à travers. Et ça, c'est un problème. Et à part le traitement hormonal substitutif, qui est donc un traitement hormonal chimique, qui peut être pris en prenant un risque de cancer du sein, mais qui est aussi minime, c'est-à-dire que il y a un risque, mais est-ce qu'il est supérieur à boire un verre de vin tous les soirs ou fumer un paquet de clopes? Il faudrait voir. Mais c'est un choix. Mais aujourd'hui, la réponse médicale à la ménopause, elle est juste ça. Or, il y a plein d'autres choses à côté. Les femmes ne sont pas informées, nous en premier, alors qu'on est quand même les mieux, puisque en France, il y a cette spécialité de gynécologie, alors que dans beaucoup de pays, on n'a que de l'obstétrique. Donc, de l'obstétrique, c'est juste de la médecine de la reproduction, en fait. Or là, on est sur la gynécologie, donc c'est plus du tout le même métier, et on est un des seuls pays où on a. Voilà. Non, puis il y a aussi le fait que c'est quand même un bouleversement énorme. Il y a des choses qui s'appellent la dépression hormonale. Moi, j'en connais des amis qui ont cru qu'en fait elles devenaient folles, juste parce qu'elles n'arrivaient plus à réguler leurs humeurs et qui, au bout de 2 ans d'un parcours chaotique, se retrouvent en face d'un psy qui leur dit: mais madame, vous avez quel âge? La dépression est simplement, effectivement, C'est une dépression hormonale. Et je sais pas si quelqu'un, je suppose que les gens qui écoutent ce podcast ont tous pris des hormones. Mais c'est quand même pas le traitement le plus user-friendly de la Terre. Entre le truc enfin, je veux dire, on pourrait pas inventer un cachet qu'on avale tous les jours comme ils nous ont inventé la pilule. Je veux dire, déjà, ils ont mis le temps qu'il fallait. Je veux dire, il y a pas combien de médicaments pour lutter contre l'infertilité masculine? 19. Enfin, les problèmes érectiles. L'impuissance masculine. Voilà. Oui, voilà. Là, ils sont pas capables de nous faire une petite hormone et de nous dire une fois pour toutes si ce truc fait des cancers du sein ou pas. Non? Non. C'est effectivement. Non, c'est pas un sujet, quoi. Et non, vous avez des femmes, moi j'en ai dans ma famille, qui ont eu des ménopauses traumatiques, qui ne s'en sont jamais remises. Parce qu'une fois qu'on entre en dépression, pour lutter contre la dépression après, qu'elle soit hormonale ou pas, on sait ce que c'est que lutter contre une dépression. Si c'est comme une crise sanitaire est une crise, une dépression hormonale, c'est quand même déjà une dépression. Et on laisse des femmes à l'abandon. Moi, je trouve que c'est franchement, c'est pas bien. C'est pas humain et c'est pas digne. Parce qu'en plus, il y a des remèdes sur la plupart. On peut avoir des médicaments, on peut faire des choses pour atténuer les effets de la ménopause et surtout rassurer les dames. C'est-à-dire que même moi qui ai une pêche d'enfer tout le temps, à un moment, dans certaines, alors plus maintenant parce que je revieillis, mais je me levais le matin, mais complètement déprimée. Et c'est pas mon caractère. Avec zéro raison. C'est-à-dire rien de plus d'avant, parce que je suis quelqu'un qui a plutôt la pêche et qui suis plutôt positive. Et si j'avais pas su que c'était lié à la ménopause, effectivement, ça durait pas. Mais alors le matin, avec un truc, mais genre, je sors plus du tout, ni de la maison, ni du lit. Voilà. Je sais même pas pourquoi je vis. Mais ça durait. Voilà. Moi, c'était plutôt ce genre de très court. Une dépression que j'ai jamais ressentie de ma vie. Et du coup, si je m'étais pas dit. Donc quelqu'un qui ne le sait pas, il va vraiment se poser des questions. Ça fait partie effectivement de ce manque d'éducation des femmes aujourd'hui, de se dire que notre vie, elle est complètement liée à ces bouleversements hormonaux en permanence. Depuis, on parlait tout à l'heure du moment où on a ses règles, de tout ce qui se passe à ce moment-là, des douleurs qu'on peut avoir, et toute notre vie jusqu'à la fin, elle est liée à ces bouleversements hormonaux en permanence et qui sont absolument pas expliqués, absolument pas accompagnés, comme vous le dites. Et cette dépression, le brouillard cognitif, les pertes de mémoire, tout ça, c'est des symptômes qu'on découvre effectivement quand on est en train de les vivre et de se dire mais est-ce que je fais pas un Alzheimer, est-ce que je fais pas en dépression, est-ce que la prise de poids, on est en train, la difficulté du coup à perdre ce poids parce que plus de cortisol, parce qu'il se stocke à d'autres endroits, effectivement tous ces symptômes-là.
Je regarde mes jambes. Moi, je suis blonde. Je n'ai jamais eu de poils de ma vie sur les jambes là. Regardez mes bras. D'accord? C'est-à-dire que, en gros, je m'épile les jambes, je m'épilais que les demi-jambes une fois tous les 6 mois. Donc, ça n'a jamais été un problème. Là, j'ai un machin noir qui fait là. Donc, c'est juste, non, je suis blonde. Voilà. Donc, Non, et puis ici, j'ai un truc qui fait ça. Donc, en fait, c'est la baisse des hormones. Donc, ça, je le sais parce que c'est le symptôme le plus. L'autre jour, je rigolais avec mes collègues à l'ambassade qui me disaient non, t'inquiète, t'es pas en train de. Je leur dis, mais je suis en train de devenir un homme, en fait. Donc, ils m'ont tous regardé en me disant, mais non, t'inquiète, t'es pas. Mais c'est vrai. Non, le problème, c'est que on est tout seul et c'est pourtant, ce serait pas si difficile, je pense, de dire. Moi, je me souviens, le premier examen que j'ai passé, le seul vrai examen qu'on peut passer pour savoir si on est ménopausé, c'est qu'il n'y en a qu'un. Et c'est évidemment, l'examen le plus invasif. Et la dame me dit, bon, bah, vous avez un ovaire qui fonctionne plus. Ça va, madame? Vous allez bien? Et c'est la seule personne qui m'ait posé la question. Parce que ça doit pas être confortable quand même là. Et c'est la seule personne qui m'ait posé la question. Ouais, on sent bien C'était déjà avant que je change de gynéco. Mais j'ai donc posé les questions. Il me dit, oui, mais moi, le nombre de femmes que je vois qui débarquent, qui n'ont aucune idée d'où elles en sont et de pourquoi du comment, c'est quand même. Il suffit de faire une échographie des ovaires pour savoir si on est en périménopause. C'est quand même pas compliqué. C'est pas un examen qui va coûter des 100 et des 1000. Combien de gynécos le marquent? Et après, ça a un impact, et ça, on le voit ici au Sénégal. C'est-à-dire que même au niveau cardiovasculaire, le fait d'être sous régulation hormonale, ça permet de réguler l'hypertension, parce tant qu'on est sous hormones, en fait, notre corps est fait pour accoucher, qui est le plus gros choc physiologique qu'on peut avoir. Voilà, parce qu'au niveau cardiovasculaire, les hormones régulent, ça régule la thyroïde. Enfin, il y a beaucoup de choses. À partir du moment où on est ménopausée, cette régulation du métabolisme qui est fait par les hormones, elle ne se fait plus. Donc, on prend du poids, on a des problèmes cardiovasculaires, on peut avoir du diabète de type 2, on peut avoir beaucoup de maladies du métabolisme, etc. Parce que cette régulation qui est faite sur le corps de femme ne se fait plus. Donc, c'est à ce moment-là aussi où les femmes déclenchent toutes ces maladies. On passe aussi dans un monde où l'apparence des femmes est importante. Oui. Donc, une femme dont l'apparence se dégrade, sans qu'elle sache pourquoi, dans un monde où elle est jugée sur son apparence et sa fertilité, c'est la double peine. on prend pour qu'elle déprime. On comprend pourquoi elle déprime quand même. Elle n'a même pas besoin de dépression hormonale pour se trouver un peu... voilà. Et encore heureux qu'elle ait eu des enfants, parce que si elle n'en a pas eu, comme c'est mon cas, oula. Mais bon, déjà si vous êtes mariés, c'est bien. Donc, pour la société, je veux dire. Oui, je parle pas de la société sénégalaise, je parle en général. Hein. Donc il y a ça aussi, c'est que il y a le regard des autres. Oui, parce que cette période de ménopause, elle est associée au mot vieillissement aussi. Bon, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais on parle justement de ce manque d'information. La transmission, est-ce que vous avez eu une transmission de la part de vos mères, de vos copines, qu'est-ce qui s'est dit autour de vous? Rien. Mais après, moi, je suis expatriée aussi, donc mes copines, elles sont à Paris, elles sont très proches, ou elles sont dans d'autres pays, donc quand on se voit, on parle pas de ça, en fait, c'est pour ça. Mais maintenant que j'en parle, par contre, parce que moi, j'en parle maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, elle me raconte plein d'histoires. Ma mère, quand je lui en ai parlé, parce elle a 82 ans maintenant, elle me dit, ah oui, mais tu te souviens, j'avais pris des traitements hormonaux substitutifs, machin. Et maintenant, oui, mais voilà, elle a subi ça toute seule dans son coin, sans partager avec personne. Et là, elle pense pas qu'elle peut en parler avec moi maintenant. Donc maintenant, elle en parle ouvertement. Donc j'arrive à avoir cette discussion. Mais c'est très rare. Après, ça peut être aussi une libération. Moi, le fait de ne plus avoir mes règles tous les mois, c'était génial. Au début, c'était trop bien. Jusqu'à horreur, malheur, désespoir, ma fille de 13 ans et ses règles de nouveau. Donc je me refais chier avec ça. Moi, j'ai beaucoup apprécié de plus avoir mes règles, mais j'aurais bien aimé qu'on m'explique que pendant 6 mois, j'allais les avoir toutes les semaines. Exact. Donc moi, ça a été direct d'un coup. Alors moi, ça a été pour moi. C'est chute du Niagara hyper douloureuse. Et quand vous découvrez au bout de 3 mois qu'il y a un petit médicament qui paye pas de mine, qui est directement fait pour ça.
Parce que le Doliprane ne marcherait pas. Adolescente. Voilà. Donc, franchement, c'est bon. Moi, ma mère m'a jamais rien dit, mais ma mère ne m'avait pas parlé non plus des règles. Donc, j'étais pas été surprise. C'est une question de génération. Quels sont les symptômes ou les douleurs? Vous en avez parlé de certaines, mais ceux qui sont les plus gênants, les plus handicapants pour vous deux? Le fait d'avoir l'air d'un Robocop rouillé jusqu'à ce que je prenne le collagène. Et puis les histoires, il y a des trucs que je ne digère plus. Donc j'ai sorti de mon alimentation et ça c'est trop chiant. Parce que du coup quand on est à l'extérieur, quand on est en voyage, quand on est des trucs, il y a des choses que... Ça passe plus du tout. Et vous? Et puis les bouffées de chaleur, mais moi c'est surtout que le matin. Alors je sais pas si c'est juste parce que je suis ici. Parce qu'il fait chaud et humide. La prise de poids, la nécessité de faire attention constamment à ce qu'on ingère. Moi, j'ai un médecin qui est très bien, qui m'a dit, écoutez, c'est simple, vous avez 100. Avant la ménopause, vous gardez 30, vous rejetez 70. Après la ménopause, c'est l'inverse. Vous gardez 70, vous rejetez 30. Donc, pour m'expliquer qu'il fallait que je change de régime alimentaire. Alors, comme on est comme moi et qu'on n'aime aucun légume, et que tout ce qu'on aime, c'est la charcuterie, les sauces, tout ce qui fait grossir le sucre, etc., c'est un peu pénible. Mais bon, c'est contrôlable, il faut juste on a aussi moins faim. Moi, je trouve que j'ai moins faim. Donc, voilà. Ce qui est très bien, c'est que j'ai moins froid aussi. Beaucoup moins froid. Bon, ça, je trouve ça super. Beaucoup plus chaud, beaucoup Moi, je trouve ça super. Moi, j'ai pas de fait faire beaucoup moins froid, donc pas besoin je suis toujours complètement frigorifiée, donc ça va mieux. C'est vraiment ça. C'est aussi, c'est la même chose que Caroline. La mécanique. Donc, on comprend, mais bon, je pense que tout le monde le comprend, même les hommes, il y a plus d'impunité, quoi. Que donc, le sport, l'hygiène alimentaire, c'est pas un plus, c'est nécessaire. Et donc, ça devient une obligation. C'est beaucoup moins marrant, c'est une obligation. Et là, on se dit, j'aurais dû faire 20 ans sans faire de sport, comme ça, au moins, j'aurais pas de regrets. Et c'est vrai que quand moi, je me suis par exemple cassé l'os naviculaire du pied gauche l'année dernière, parce que c'est long. C'est beaucoup plus long. Après, vous avez les side effects. Donc, on se remet pas comme avant. Mais est-ce que c'est la ménopause? Est-ce que c'est juste l'âge? C'est difficile à dire. Et je pense que nos amis les hommes ont exactement les mêmes sensations. Peut-être un peu plus décalées, mais ils les ont. Un peu moins accentuées parce que eux, ils ont pas cette chute hormonale de la même façon que nous, on peut l'avoir. C'est pas brutal. Voilà. Quand vous parliez effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on stoppe plus, c'est que la chute hormonale, elle amène à ce que notre métabolisme de base soit beaucoup plus lent qu'il n'était avant. Donc le 30-70, ce dont vous parliez, voilà ce qui fait qu'on va stocker plus. Donc effectivement, changer d'alimentation, faire du sport différemment, ça va faire partie des choses qui vont nous aider. Et alors, vos recettes et vos astuces à toutes les deux sur ces différents symptômes. Vous avez parlé de collagène, Caroline, tout à l'heure. Oui, collagène marin. Je me bourre de collagène et du coup, j'ai plus cette impression de Robocop rouillé. Voilà. Après, je dors plus aussi, mais moi, je suis une grosse dormeuse et dans ma famille, de toute façon, toutes les femmes. Et là, je sens que j'en ai vraiment besoin. Donc, je peux dormir vraiment beaucoup. Et ça me fait du bien parce que quand je me lève, par contre, ça m'embolise et ma vie sociale et ma vie, ce que je peux faire les week-ends, parce que dans la semaine, j'ai une petite fille de 13 ans, donc de toute façon, mes horaires de sommeil, je peux pas rester jusqu'à... Voilà, mais dormir, je pense que c'est super important avec un bon sommeil. Alors, le fait qu'on ait ces modifications hormonales, ça modifie notre qualité de sommeil aussi. Ouais. Donc, il faut vraiment aussi qu'on arrive à gérer ça. Et du coup, c'est dormir dans des endroits calmes, en lisant, sans écran, sans stimuler. Alors, avec les boulots qu'on a, c'est compliqué de pas être toujours à fond. Mais je pense que c'est important parce que, effectivement, notre résilience du métabolisme est largement plus diminuée par rapport à ce qu'on avait, même moi, à 45 ans, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, je dors. Je prends du collagène, je dors et je fais attention à ce que je mange. Après, ça m'empêche pas de vivre autrement, mais je suis assez speed, comme je faisais avant. Moi, je fais du sport, parce que je trouve que dans tout ça, il y a un aspect perte de maîtrise qui n'est pas très agréable. Et je trouve que de faire du sport, ça vous permet quand même de vous reconnecter avec votre corps, de vous rendre compte qu'il est toujours votre ami. Vous faites quoi comme sport?
Je fais du pilates. Le pilates, c'est un miracle. Et je fais du renforcement musculaire et du cardio. Je fais pas non plus, je fais 3 heures par semaine, plus, je suis pas tous les jours en train de faire du marathon. Mais je trouve que, mais c'est parce que mon corps est habitué au sport. J'ai toujours fait du sport, mais ça permet de se reconnecter à soi-même et de ne pas traiter son corps comme un étranger malfaisant, parce que c'est ça, hein, qui vous fait que des crasses, mais d'essayer de se le réapproprier et de voir ce qui lui convient et ce qui lui convient pas. Ça, je fais quand même si vraiment, et je dois le dire ici, ça me saoule, très attention à ce que je mange, et particulièrement à l'ingestion de sucre, parce qu'en plus moi pas une hypertension, mais un gras dans le sang, comment ça s'appelle ? J'ai un cholestérol persistant. Je fais partie de ces femmes miraculées qui, même après la ménopause, ont trop de cholestérol. Je le fabrique. J'ai quand même quelques difficultés là-dessus. Il faut que je fasse très attention. Parce que c'est quand même, voilà. Et puis aussi, voilà, j'ai eu du mal depuis 2019, j'ai pris 12 kilos. Sans rien changer. Et en faisant du sport 3 fois par semaine. J'ai décidé que le régime, c'était pas ça. Que mon but, c'était de me tonifier, pas forcément de maigrir. Parce que si je me mets maigrir, comme c'est très compliqué, et c'est déprimant. Donc, j'essaye de pas exagérer dans le poids que je prends, pour pas avoir après, voilà. Profitez-en. Et aussi, je me fais du bien. C'est-à-dire, j'essaye d'éviter dans ma vie les choses toxiques. Ça, c'est une recette de gens qui vieillissent, mais de pas avoir cette réponse émotionnelle qui après, quand on descend la pente pour la remonter, c'est compliqué. Et alors, si on a envie de parler positif, quand même, est-ce qu'il y a des choses positives que vous avez vues dans cette période du post-50 ans, du post-ménopause? Vous parliez de l'arrêt des règles, Caroline, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez vues, vous, en tant que femme, dans cette identité de femme, après ces 50 ans? Comment vous vous sentez? Moi, je trouve que l'arrêt des règles, c'est une libération, mais voilà, c'est ça, libération incroyable. J'ai jeté avec un bonheur non dissimulé, parce que nous faisons partie de cette génération de femmes qui n'avaient pas les culottes menstruelles, n'est-ce pas? Voilà, les tampons, les machins. J'ai donc jeté avec un intérêt, mais avec jubilation, je dirais même, toutes ces protections bidules. Je les ai pas jetées, je les ai données, mais c'est dingue. Ça, c'est ça. Ne pas avoir à calculer, à prendre sa pilule le matin. Oui, quand on part en vacances, ça n'a pas été obligé de voilà. se trimballer avec les machins, les trucs. Mais sauf que moi, là, je suis coincée avec ma fille. Du coup, on est obligé de le faire. Moi, je suis obligée de le faire avec ma fille maintenant, donc ça me fait chier, mais bon, je vais pas commencer à râler. Et aussi, ce qui est extraordinaire, c'est difficile à exprimer, mais il y a le mouvement libérateur, il va au-delà. Mais je sais pas si c'est l'âge ou c'est la ménopause, mais il y a quelque chose qui sédimente, on dit, et voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas content? C'est ça. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça, c'est l'âge et l'expérience. C'est pas forcément la ménopause. C'est d'être plus sûr de soi, et quand il y a des choses qui nous ennuient. Les deux sont assez intimement liés. C'est comme ça et c'est pas autrement. Enfin, vieillissement ou âge et ménopause, quelle est la poule, quel est l'œuf, mais effectivement, ouais, cette posture de j'ai décidé que ce soit ça et puis que ce soit pas autrement. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ressentez, il y a plus de temps à perdre? Pour moi, je pense qu'il y a plus de temps à perdre depuis que j'ai 20 ans, donc enfin même depuis avant. Donc, non, moi je considère que je vais revivre 50 ans encore, donc je suis à la moitié de ma vie en fait. Enfin là en 45, puisque je vais avoir 55. Mais quand j'ai passé 50 ans, j'ai dit je suis à la moitié, il me reste encore un demi-siècle à vivre, donc tout va bien. Et je touche du bois de la potage et je croise les doigts. De toute façon, les femmes dans ma famille, elles font centenaire, donc il y a encore, on a encore effectivement. Mais il faut faire attention un minimum quand même. Donc. Oui, puis cette idée de ce dont vous parlez, d'être moins entouré de personnes toxiques, de se faire du bien, de se positionner en tant que, ça aide aussi à vieillir de manière plus posée, plus sage et profiter de cette période-là aussi. Est-ce qu'il y a un projet particulier que vous avez mis en place après 50 ans? J'ai adopté un chat.
Non, parce que moi, je me suis jamais rien interdit. J'ai eu de la chance d'avoir des conjoints qui ont jamais fait chier sur ma carrière et sur ce genre de choses. Donc, je pense que j'ai continué. Dans ma vie professionnelle, ça change pas grand-chose. Dans ma vie personnelle, à part ces désagréments physiques qui sont liés à ça change pas grand-chose non plus. Est-ce que vous avez quel serait le message que vous auriez envie de transmettre aujourd'hui aux femmes qui nous écoutent, donc qui peuvent être un peu partout dans le monde, par rapport à cette période-là? Parlez, trouvez quelqu'un qui l'a vécu, parlez. Posez les questions, parlez. C'est la seule façon d'avoir des infos. Et une fois que vous aurez les informations, comme dans tous les domaines de votre vie, vous processerez l'information et vous irez mieux. Moi, je dirais, c'est une nouvelle vie. Foncez. Vous êtes à la moitié de votre vie. Tout ça, c'est que des petits désagréments, ça se gère. Demandez de l'aide si vous n'arrivez pas à le gérer, mais c'est une nouvelle vie qui commence et il y a plein de choses à faire. Et comme je dis, on est à la moitié de notre vie. Donc, on a encore une bonne moitié devant nous. Donc, foncez. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie de rajouter par rapport à ça, plus particulièrement ici au Sénégal, sur les choses qu'on pourrait mettre en place ou qui seraient vraiment une urgence à instaurer pour donner plus d'informations ici? Je pense que les choix de santé publique, c'est des choix qui dépendent des gouvernements et des sociétés qui les élisent. Les femmes sénégalaises en tout cas à Dakar, sont très mobilisées sur beaucoup de questions de société. Je pense que la solution, elle viendra d'elles, de la sororité, qui est souvent quand même une solution. Parce que, quel que soit ce que peut faire un gouvernement, il ne remplacera jamais la discussion confiante et le soutien que les êtres humains peuvent se fournir les uns aux autres, soit parce qu'ils sont dans la même situation, soit parce qu'ils ont vécu avec des gens qui ont été dans la même situation. Et il y a des hommes qui, même s'ils ne comprennent pas, qui n'ont pas vécu, on n'a pas besoin d'avoir vécu quelque chose pour comprendre que quelqu'un a des difficultés. Bon, je pense aussi que c'est quelque chose, ce sujet de la ménopause, qui doit inclure les hommes. Beaucoup sont bienveillants. Ils savent pas trop, mais ils essayent. Et c'est le fait que nous, on n'est pas capable trop d'informer, parce qu'on sait pas, qui font que eux-mêmes, qui n'ont pas d'intérêt direct à être informés sur cette question, eux, ils ont andropause, ils ne sont pas capables d'être aidants autant qu'ils le pourraient. Donc, il y a le problème de santé publique mondiale, qui est que la ménopause n'est pas c'est un sujet. Et après, il y a la manière dont les femmes s'organisent. Donc, on s'organise, on parle, on diffuse. Merci à vous deux d'avoir accepté de participer justement à ce podcast. Et on essaye, nous, de remplir notre petite part d'information, justement, sur ce sujet-là. Et je vous remercie encore de votre participation à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. Cet épisode vous était proposé par le podcast Silence, on ménopause. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. Rejoignez aussi nos pages Instagram et Facebook Silence, on ménopause afin de faire grandir cette communauté d'entraide et de partage autour du sujet de la ménopause. À bientôt pour un nouvel épisode de Silence, on ménopause.